Alors, on va lancer ce webinaire consacré à la capitation. Je vais vous demander de couper vos micros. Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis Émilie Henry, je suis la directrice d'Avec Santé et je suis accompagnée autour de moi, vous voyez, toute mon équipe. Merci à tout le monde d'être présent ce midi et merci aux co-organisateurs de ce webinaire, donc la FEMASORA Co, la CEPAM du Rhône et la CNAM, qui ont travaillé de concert sur l'organisation de ce webinaire. Alors, la capitation en équipe, c'est un sujet qui prend aujourd'hui une place croissante dans les réflexions sur l'organisation des soins. L'idée de la capitation, très simplement, finalement, c'est de compléter le paiement à l'acte par un financement basé sur une patientèle qui est suivie par une équipe dans la durée. Alors, dans vos maisons de santé, vous le savez, depuis des années, vos organisations évoluent pour mieux répondre aux besoins des patients, avec davantage de travail en équipe, de suivi dans la durée, de coordination entre les professionnels et aussi d'implication dans des actions de prévention. Et dans le même temps, en fait, vous constatez également, le modèle de financement n'a pas totalement suivi ces évolutions. Donc l'enjeu aujourd'hui, on sait que les équipes ont souvent un peu d'avance sur les modèles, c'est finalement de permettre à vos organisations de se développer et de devenir soutenables pour s'inscrire dans la durée. Donc on a construit ce webinaire en 3 temps. On va déjà vous proposer un retour d'expérience sur l'expérimentation PEPS. On va ensuite avoir une présentation de l'expérimentation conventionnelle et puis on aura un point sur le dispositif d'accompagnement qui est proposé aux équipes qui souhaitent s'y engager. Donc l'objectif pendant le temps qu'on va avoir ce midi ensemble, finalement, c'est de vous proposer des repères concrets et de vous permettre à chacun, chacune d'apprécier dans quelle mesure finalement cette expérimentation peut faire sens dans vos équipes. Voilà, donc peut-être quelques règles avant de passer la parole à mes collègues et quelques infos. Donc déjà, vous avez certainement vu, on enregistre cette réunion. L'idée, c'est de mettre à disposition un replay sur nos supports. Donc voilà, pour les personnes qui ne souhaitent pas être enregistrées, voilà, n'hésitez pas à couper votre caméra, ça ne pose pas de souci. Ensuite, on a prévu, alors on est très nombreux ce midi, donc on va bien sûr avoir un temps d'échange. Ce temps d'échange, il aura lieu à la fin des différentes présentations. Donc n'hésitez pas à avoir une prise de notes à côté pour noter vos questions. Et puis on utilisera plutôt le chat parce que voilà, on est très nombreux. Donc l'idée c'est de poser vos questions dans le chat à l'écrit. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je vais passer la parole à Marika pour commencer. Je vais moi-même passer la parole à la CNAM qui est censée ouvrir ce webinaire. Bonjour à tous. On va se présenter mais juste très très rapidement côté CNAM pour vous donner une idée des équipes qui travaillent sur le déploiement de la capitation. Donc Manon Flandroy, je suis à la direction déléguée à la gestion et à l'organisation des soins et accompagnée par Léo. Bonjour à tous, Léo Delbos, médecin de santé publique dans cette direction. Et on est aussi accompagné des équipes article 51 de la CNAM, donc je vais passer la parole à Pierre. Bonjour à tous, Pierre Bergman, donc je suis responsable de l'article 51 pour la CNAM. Et du coup, Johan Vlogzidiak, donc moi je suis statisticien sur les expérimentations capitation dans le cadre de l'article 51 et aussi dans le cadre de CARE. On voulait juste se présenter parce qu'on va se passer la parole au fur et à mesure de la présentation, donc ça vous permettra de voir qui parle. Et assurance maladie. Comme ça a été évoqué précédemment, en fait, tout a commencé avec un article 51 qui s'appelait PEPS et qui était en fait dans la droite ligne de la réflexion sur
les ENMR. Cet article 51 a couru de 2019 à 2014 et on avait à 2024, pardon, excusez-moi, il n'était pas rétroactif. Et on avait au sein de la première expérimentation 16 centres de santé et 3 MSP qui ont participé. On a souhaité, avec le ministère, pouvoir quand même aller déployer le modèle davantage auprès des MSP. Donc, on a eu une seconde vague à compter de 2024, donc PEPS 2, qui a permis d'intégrer 7 nouvelles MSP à l'expérimentation. Et ce mouvement a été poursuivi par des négociations et du coup hors cadre 51, par l'expérimentation conventionnelle CARE, qu'on va vous présenter plus en détail après le témoignage de Marika. Mais donc, on voulait simplement vous remettre dans le viseur que ce qui vous est présenté là, c'est quelque chose qui est travaillé en co-construction à la fois avec le ministère, l'assurance maladie et les équipes qui déploient ce modèle depuis maintenant 2019. Merci à tous et Marika, je te laisse reprendre la main. Merci. Donc, je m'appelle Marika Denil, je suis infirmière de santé mentale et psychiatrie au groupe de santé des Alimes, donc qui est un cabinet médical qui est intégré dans une maison de santé multisite à Ambérieu-en-Bugey, dans le département de l'Ain. Pourquoi c'est une infirmière qui vient vous parler de la rémunération des médecins généralistes? Eh ben, en gros, c'est un peu le principe de la capitation, c'est de pouvoir partager le plus possible les actions autour du patient. Et donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là que j'interviens, et aussi parce que du coup, j'ai participé donc aux travaux de PEPS, comme Manon vous expliquait, donc l'expérimentation de la capitation jusqu'à maintenant, du coup, dans mon travail quotidien. Donc, globalement, la capitation, c'est quoi? C'est une modification du mode de rémunération du médecin généraliste, donc qui n'est pas que... Tu as coupé ton micro, Marika. Je suis désolée. Donc, la capitation, ça va être une substitution de tous les actes de la NGAP du médecin généraliste par un forfait, donc qui va être versé en fonction du nombre du patient médecin traitant des médecins du cabinet, avec une modification des rémunérations en fonction du type de patient suivi. Donc, si c'est des patients avec plus d'ALD, dans des situations de plus grande précarité, le forfait va être augmenté. Et du coup, il va y avoir un ajustement qui va se faire. Donc, nous, on a pris le chemin de la capitation parce que, en fait, les médecins du cabinet se rendaient compte que le fait d'être rémunéré de la même manière, peu importe comment ils voyaient le patient, peu importe pourquoi ils voyaient le patient, et peu importe s'ils faisaient de la prévention, du curatif, peu importe ce qu'ils faisaient, ça leur posait beaucoup de questions. Et il y avait une envie de pouvoir adapter les façons dont les patients étaient accompagnés au cabinet à leurs problématiques et non pas à cette problématique de l'acte. Donc, globalement, la capitation, c'est juste ça, c'est juste un changement du mode de rémunération. Ce qu'on peut en faire, c'est là que ça devient intéressant, c'est que à partir du moment où on n'est plus dépendant des actes qu'on va facturer et que donc on n'a pas une vision après coup de la rémunération qu'on va avoir, on a une possibilité d'établir un budget prospectif, donc d'être capable de dire, OK, sur cette année, on va gagner tel montant. Et du coup, de pouvoir aussi investir dans autre chose que les choses classiques, locaux, secrétariat, matériel, et de pouvoir un petit peu étoffer, chez nous, c'est ce qu'on a pris comme parti, c'était d'étoffer les ressources humaines pour que les médecins puissent se centrer sur leur pratique médicale et pouvoir déléguer tout ce qui ne relève pas de la pratique médicale à d'autres professionnels. Puisque, évidemment, à l'acte, quand le médecin ne voit pas le patient, ben, en fait, il ne peut pas facturer la consultation. Au forfait, à la capitation, une fois que le patient est médecin traitant dans la structure, peu importe qui le voit pour réaliser son accompagnement, le forfait, il continue à tomber. Ça nous a permis, d'une part, de pouvoir mettre en place, par exemple, une infirmière de coordination de parcours, donc qui a une délégation sur les certificats MDPH, les certificats PCO, les entrées en EHPAD, les demandes d'aide aux personnes âgées. Donc, elle va rencontrer les patients, pouvoir écouter leurs demandes, évaluer leurs besoins, prendre un peu plus de temps que ce que pourrait prendre le médecin généraliste pour éventuellement, chez les personnes âgées, évaluer l'habitation, évaluer la présence ou pas d'aidants.
et pouvoir aussi, du coup, accompagner ces patients dans le long. Pareil, on a, donc là, c'est ce que moi je fais comme travail, un protocole de coopération qui va porter sur les pathologies, enfin les pathologies anxieuses et dépressives, où en gros, les médecins vont pouvoir déléguer la prise en charge de ces patients vers moi, dans un but, que les patients aient plus de suivi, des suivis plus rapprochés, avec des consultations plus longues, avec plus d'outils. Et pour eux de pouvoir, par exemple, quand il y a plusieurs choses qui sont de front, typiquement du somatique, du psy qui s'alignent, pouvoir eux centrer sur le somatique et laisser les aspects plutôt psychologiques suivre leur cours, tout en étant tout le temps au courant de ce qui se passe, parce qu'on a un dossier partagé et que ça permet, le fait qu'il y ait plusieurs fonctions support dans le cabinet, va permettre aussi que la complexité des situations puisse être partagée, donc notamment quand il y a des maintiens à domicile compliqués, si le médecin n'est pas là, l'infirmière de coordination de parcours est au courant de ce qui se passe et donc peut répondre aux besoins de la famille ou transmettre à un autre médecin. Idem sur les problématiques de santé mentale. Donc, nous, ce qu'on relève là-dedans, c'est qu'il y a quand même une amélioration des possibilités de délégation, puisque je pense que ceux qui pratiquent l'exercice coordonné en maison de santé s'en rendent compte. À chaque fois qu'on essaye de déléguer, on se heurte au modèle financier de OK, si tu fais ça à ma place, comment est-ce que tu es payé et comment est-ce que moi je suis payée si je dois t'accompagner là-dessus. On l'a vu pour les protocoles de coopération, notamment les protocoles de coopération locaux. Et puis, surtout, le fait que on se rend compte que dans une équipe de maison de santé, selon qui vaccine, par exemple, il va y avoir une rémunération qui va être complètement différente, où le médecin potentiellement va être payé 30 €, l'infirmière 6 €, le pharmacien un autre montant, et que du coup, tout ça va quand même engendrer plutôt de la concurrence entre les professions plutôt qu'une vraie coopération entre les professions dans un but qui serait un peu le but ultime quand même, c'est que la couverture vaccinale de la population soit assurée. Ce que les médecins relèvent comme aspect positif de la capitation chez nous, c'est donc ce dont j'ai parlé, le fameux partage de la complexité. Donc, ils ne sont plus les seuls à connaître la situation complexe. Il y a dans la maison quelqu'un qui connaît aussi le patient et qui, du coup, peut soit répondre aux besoins, soit, en tout cas, briefer le médecin qui verra en situation un peu plus urgente le patient en cas d'absence du médecin traitant. Il y a aussi la possibilité de limiter ou en tout cas de rationaliser l'accès au second recours. On a investi dans pas mal de matériel de débrouillage des situations, notamment au niveau cardiovasculaire, donc nous permettant de faire des Holter ECG, de faire des polysomnos de débrouillage, qui sont plein de choses qui ne sont pas cotées et pas cotables en médecine générale, mais qui du coup nous permettent aussi dans les adressages d'être plus pertinent, d'avoir parfois des réponses en téléexpertise avant même que le patient ait vu le cardiologue, ce qui permet, quand on est dans une situation inconfortable, de pouvoir avoir rapidement des réponses pour le patient. Et du coup, il y a vraiment cet aspect aussi d'allocation de la bonne durée de consultation au bon patient, c'est-à-dire que on va parfois recourir à des consultations téléphoniques pour certaines choses qui avant auraient posé la question de est-ce qu'on fait venir le patient? Oui, mais en fait, si je fais pas venir le patient, je me retrouve avec cette consultation que je vais pas facturer, donc il faut quand même qu'il vienne. Et donc toujours cette espèce d'aller-retour qui peut y avoir dans la tête d'un médecin à l'acte. Et par contre, du coup, à côté de ça, de pouvoir allouer des plus grands temps de consultation quand la situation le nécessite, voire à plusieurs professionnels. Donc, il nous arrive de faire des consultations à plusieurs, notamment quand il s'agit de sujets particuliers tels que le développement de l'enfant ou la santé mentale. Et du coup, ça apporte quand même un confort d'exercice qui est régulièrement souligné donc par les médecins du cabinet, mais aussi par les internes qui viennent faire leur stage chez nous. Dans les retours de patients, ce qu'on va avoir comme retour, c'est vraiment le fait qu'ils se sentent beaucoup plus accompagnés, notamment quand ils doivent avoir recours à des spécialistes, puisque, comme chez vous tous, l'accès aux spécialistes est de plus en plus compliqué. Prendre rendez-vous chez un spécialiste pour les patients est de plus en plus compliqué aussi. Le fait qu'on ait beaucoup de personnes au cabinet va permettre de pouvoir avoir des recours qui soient plus rapides, plus adaptés, éventuellement prendre les rendez-vous à la place des patients si c'est compliqué pour eux.
Ils apprécient aussi pas mal le fait qu'ils connaissent plusieurs professionnels du cabinet, du coup, donc ça leur donne un sentiment de sécurité aussi qui est plus important, puisqu'ils ont l'impression d'être connus de plusieurs personnes. Donc quand leur médecin n'est pas là, ils peuvent éventuellement parler à quelqu'un d'autre qui peut les aider à avancer sur leurs problématiques. Et puis le fait de pas toujours d'office avoir besoin de se déplacer et parallèlement aussi d'avoir des temps de consultation longs quand ils en ont besoin. C'est aussi quelque chose qui est souligné comme des aspects plutôt positifs. Dans les défis que pose la capitation, ben, il y a évidemment le comment est-ce qu'on va rémunérer les médecins, puisque comme on reçoit une enveloppe globale, donc chez nous, le parti a été pris que le forfait, donc tous les actes, enfin tout ce qui va substituer les actes de la NGAP, mais aussi les actes techniques. Donc les actes techniques, ils vont rester à l'acte simplement parce que c'est quand même vraiment important qu'ils puissent être effectués en soins primaires. Donc les actes de la CCM plus tous les forfaits médecins traitants, ROSP et compagnie tombent dans le même pot commun. Les charges sont payées en amont et derrière les médecins vont se rémunérer. On a opté pour une rémunération à l'heure. Qui du coup nous permet d'avoir une facilité d'augmentation, diminution du temps de travail qui pourra avoir lieu sur une période de vie du médecin. Donc ça, évidemment, ça demande un petit peu de travail puisque il faut avoir confiance, il faut être solidaire, il faut être prêt à se poser autour d'une table et parler d'argent. Voilà. Il y a aussi tout ce qui va être en lien avec la RH, puisqu'il y a plus de salariés du coup au cabinet. Là, on est à 6-7 fonctions support pour 6 médecins. Donc, évidemment, il y a des ressources humaines à gérer. Et puis, il y a aussi tout ce qui va être de l'ordre de qu'est-ce qu'on fait de plus, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut innover, comment est-ce qu'on peut faire de manière plus efficiente pour les patients. Mais globalement, le retour des médecins est quand même plutôt de ne pas vouloir changer de modèle, d'être plutôt d'avoir un confort d'exercice supérieur dans une pratique à la capitation, et c'est plutôt partagé aussi par les autres équipes donc, qui ont intégré PEPS 2, donc la deuxième expérimentation. C'est quand même une amélioration du confort d'exercice et puis une envie de rester dans ce type de modèle. Je ne sais pas si vous voulez qu'on prenne la main sur la présentation, y compris les slides. Je peux la partager si vous voulez. Non, on peut y aller. Dites-nous juste qu'on ne se mette pas à deux, mais... Ok, pas de problème. Alors, allez-y. On va vous faire une présentation volontairement assez courte et on essaiera d'être le plus rapide possible sur les modalités du cahier des charges en convention médicale. L'objectif, c'est quand même avant tout d'avoir un temps plus important sur l'accompagnement proposé et d'avoir un temps d'échange avec vous. On espère que vous voyez bien la présentation. Yoann, on peut aller, je pense, en slide 4 tout de suite parce que là, voilà. Pour vous introduire un petit peu le mode de rémunération derrière et la logique qui sous-tend le modèle de rémunération, Marika l'a rappelé, ce qui est important de retenir, c'est que en fait, aujourd'hui, les médecins généralistes sont payés à l'acte et que via cette expérimentation, on leur propose une bascule du coup sur un mode de rémunération à la capitation et donc au forfait. Ce qui veut donc dire dans l'expérimentation CARE, il faut retenir qu'il y a un forfait annuel qui est défini au niveau de chaque patient médecin traitant. C'est important, les patients qui ne sont pas médecins traitants ne sont pas inclus dans l'expérimentation. Que ce forfait, il est bien entendu adapté en fonction des caractéristiques de ce patient, de ses pathologies, de son âge, de s'il est C2S ou pas, et qu'il est également ajusté en fonction des caractéristiques du territoire, avec l'objectif d'être le plus proche possible du besoin de soins qu'on peut prédire côté assurance maladie pour ce patient. Et il y a deux options de versement. Soit il est versé collectivement à l'équipe, donc c'est l'option qu'évoquait Marika, soit il est versé individuellement à chaque médecin en plusieurs échéances. Yoann, si tu veux prendre la main.
C'est bon. Du coup, la rémunération du coup à la capitation dans le cadre de CARE, donc elle porte sur un périmètre d'actes. Elle remplace pas l'intégralité de la rémunération des médecins généralistes. Et donc les actes qui sont dits substitués par le forfait, ce sont les consultations, les visites médicales et toutes les majorations associées. Et donc tout ce qui n'est pas substitué par le forfait, ce sont les actes techniques. Les actes pour les patients qui ne sont pas médecins traitants, du coup, puisqu'on est uniquement sur la rémunération pour la patientèle médecin traitant. Les soins réalisés dans le cadre de la permanence des soins régulés. Et tout ce qui est rémunération forfaitaire, donc par exemple forfait patient médecin traitant, forfait structure, etc., reste en dehors du forfait, donc c'est versé en plus. Alors, sur le principe, donc la rémunération, elle se substitue, je le disais, aux consultations, visites et majorations associées. Mais du coup, la rémunération qui est versée à la structure, les médecins choisissent dans quelle mesure ils la répartissent entre eux et dans quelle mesure et quelles activités ils choisissent aussi de financer, notamment pour développer de nouvelles activités en fonction des besoins du patient. Donc, ce qu'on observe dans les équipes qui sont à la capitation, c'est que on sort d'une logique où c'est uniquement des consultations, des visites, et on a le développement de nouveaux modes d'organisation et de nouvelles activités, donc des temps de coordination, des consultations conjointes avec médecins et infirmiers, des entretiens de suivi au téléphone, des activités de prévention et de promotion de la santé, etc. En termes de versement, donc dans le cadre de CARE, il y a deux possibilités, c'est-à-dire que la rémunération, elle est collective, mais elle peut être versée soit à chaque médecin, et donc ça dépend du coup. Et donc en fait, ça dépend de la patientèle propre de chaque médecin traitant, soit à l'équipe. Et donc dans ce cas-là, il faut avoir une CISA puisque le versement sera fait sur le compte de la CISA. Et ensuite, les statuts de la CISA, ils doivent prévoir la possibilité de percevoir cette rémunération et de pouvoir la reverser aux différents professionnels qui sont concernés par le dispositif. En termes de calendrier de versement, on fonctionne sous forme d'avance, c'est-à-dire que les structures reçoivent 4 versements sur une année, donc en janvier, en avril, en juillet, en octobre, donc un par trimestre. Et comme la rémunération elle est calculée définitivement sur la base de la patientèle en fin d'année, on vient faire une régularisation l'année suivante pour venir verser le solde, en fait. Notamment si vous avez une grosse croissance de patientèle, et vous allez avoir un solde l'année suivante. Donc maintenant, on va passer au public cible et aux modalités de participation. Concernant les critères d'éligibilité, dans le cahier des charges, il est nécessaire que l'équipe ait une taille suffisante en termes de professionnels de santé, de patients, pour amener des transformations des pratiques. Donc, concernant l'équipe de soins, il faut qu'il y ait au moins 4 professionnels de santé, dont 3 médecins généralistes et une infirmière. Cette infirmière elle peut être salariée ou libérale, ça peut tout à fait être une infirmière azalée ou une infirmière IPA. La patientèle médecin traitant concernée dans le cadre de l'expérimentation devra s'élever à au moins 750 patients. Et donc les équipes. Excusez-moi, juste. Oui. Les slides ne défilent pas, en fait. Désolé. Il est figé sur la même slide. Alors. Désolé. Alors. On est problème de ça. Oui, Ouais. de slide. Ouais, problème de slide, parce qu'en fait, nous, elles se défilent. Bon, on va faire autrement. C'est un problème de partage. Bon, de toute manière, on vous transmettra des slides et honnêtement, sinon on le fait sans. Ils sont en train de vous lire le contenu. Oui, merci Pauline. Et les slides pourront vous être transmis sans souci. Honnêtement, on est en train de vous lire ce qui est écrit dessus, donc il n'y a pas. Oui. Il n'y a pas trop de surprises. Mais du coup, peut-être juste reprendre sur l'éligibilité pour pas trop vous ralentir. Donc sur l'éligibilité, on a fait le tour donc concernant à la fois l'équipe de soins et la taille de la patientèle. Juste pour remettre rapidement la slide encore après. Juste après. Voilà, donc comme ça, vous avez sous les yeux les chiffres dont je vous ai parlé à l'oral. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Bon, hop, voilà. Donc, concernant les modalités d'adhésion, l'équipe qui est intéressée doit remplir un formulaire de candidature qu'elle renvoie à sa CEPAM. Dans ce formulaire de candidature, c'est notamment les noms, prénoms des participants à l'expérimentation,
le numéro RPPS et assurance maladie, AM, pardon. Et donc, la CEPAM permet, via ce formulaire, la CEPAM vérifie l'éligibilité de l'équipe. Et nous, ça nous permet ensuite de calculer l'estimation de la rémunération annuelle que recevrait l'équipe dans le cadre de cette expérimentation. Et cette estimation, elle est partagée avec l'équipe candidate qui ensuite choisit ou non de s'engager dans l'expérimentation. Une fois qu'elle choisit de s'engager, donc il y a un processus d'accompagnement de montée en charge pour pouvoir favoriser la bascule, mais on en reparle après. Et pour formaliser l'engagement avant la bascule au mode de paiement à la capitation, il faudra signer un contrat avec la CEPAM. Aussi pour vous dire que l'équipe ou même un membre de l'équipe peut se retirer de l'expérimentation à tout moment. Il y a cependant un petit délai de 3 mois, mais c'est tout à fait possible et envisageable de se retirer de l'expérimentation. Oui, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, dans le cadre de l'expérimentation, il y a une remontée de données qui est prévue. En effet, il y a un certain nombre d'actes cliniques, notamment, qui sont substitués par le forfait et qui ne font plus l'objet d'une facturation, qui ne sont plus remontés sous forme de data. Et donc, une remontée de données est prévue pour justement continuer à visualiser ces actes afin de procéder à une évaluation du dispositif global. Voilà, c'est pas à viser de regarder individuellement chaque acte, c'est vraiment pour une évaluation de l'expérimentation. Donc dans ce cadre-là, il va y avoir donc l'activité nomenclaturée qui devra être remontée, mais aussi les nouvelles activités qui auront été développées. C'est ce qu'on appelle l'activité hors nomenclature et qui sont permises grâce à l'expérimentation. Donc pour cela, il faudra envisager des remontées, enfin des modifications des systèmes d'information ou via un système ad hoc dont on pourra vous parler si vous engagez dans l'expérimentation. Rapidement pour vous partager, ça c'est plus des éléments de retour d'expérience sur ce qui nous semble être des facteurs de réussite pour la bascule au forfait, sachant que, en fait, comme je pense que ça ressortait de la présentation de Marika, mais c'est vrai que autant dans les différents MSP, on peut avoir des usages différents de la capitation, tant en termes de choix d'organisation que de partage de rémunération. En revanche, on regarde la période d'observation et de partage qu'on a pu avoir avec les équipes qui ont basculé. Il nous semble qu'il y a des traits communs dans ces équipes, en tout cas, qui ont favorisé ce passage à la capitation, qui n'est pas non plus quelque chose de complètement anodin, qui se réfléchit et se prépare. Et donc, on vous les partage ici. Alors, ce n'est pas forcément, on va dire, des prérequis indispensables, mais ça nous semble être des éléments très favorisants, en tout cas, et à réfléchir avant de se lancer. Alors, d'abord, il y a une question d'un minimum d'ancienneté de l'équipe pour le travail commun, notamment en termes de travail pluripro. Et je pense que voilà, se dire qu'on a derrière soi au minimum 2 années d'expérience de travail en commun avant de se lancer dans ce type de projet, c'est plutôt raisonnable. Dans les petites structures, évidemment, le turnover peut vite mettre à mal, en tout cas, ce genre de projet. Et donc, de la même manière, c'est pas, et puis on ne peut pas complètement le prévoir, mais c'est plutôt à prendre en compte. Le troisième point est fondamental, c'est-à-dire une volonté collective de passer sur ce nouveau mode de rémunération, parce que de toute façon, ça s'inscrit dans un projet, une vision quand même assez partagée des modalités de prise en charge de votre patientèle, et donc il faut que ce soit très clair là-dessus. Et ça, c'est plus dans ce qu'on constate dans la typologie des équipes qui ont basculé, c'est-à-dire que c'est quand même en général, jusqu'à présent, des structures, globalement, sont dans une dynamique sur leur territoire, et sont très intégrés dans l'activité, alors tant en termes d'intégration dans l'offre de soins que dans la vie de leur territoire au sens plus large, qui ont malgré tout une forme d'appétence pour l'innovation dans l'organisation des soins. Ça peut passer par plusieurs choses, mais c'est vrai que c'est aussi rarement des équipes qui sont complètement novices sur, en tout cas, des tests et d'autres choses. Et très factuellement, évidemment, puisqu'on est là dans le cadre d'une rémunération collective, un seul logiciel pour
ou un logiciel identique pour les médecins qui basculeraient à la capitation. Voilà, c'est très rapide et encore une fois, tout n'est pas forcément indispensable, mais ça nous semble être des éléments fondamentaux. Peut-être effectivement, ce n'est pas des prérequis ou des critères d'éligibilité, c'est le sens de notre propos, mais c'est pour vous donner une idée du niveau de maturité que ça peut demander pour s'approprier pleinement le modèle et ses pleines perspectives. Mais je trouve que ça répond plutôt très bien au rétexte qui a été fait par Marika. Voilà. Et c'est tout pour nous. Merci Pauline pour le partage. Merci beaucoup pour votre présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les prendra après la prochaine présentation, où je vais céder maintenant la parole à la FEMASORA et à la CEPAM du Rhône. Bonjour, je suis donc Céline Bruyère, CPM du Rhône et donc copilote de l'expérimentation CARE aux côtés de la CNAM. Et bonjour, donc Marion Darley, coordinatrice territoriale pour la FEMASORA ECO et du coup référente sur le sujet CARE à la FEDE. À nouveau, Marika Denil, tellement emballée par le sujet de la capitation que je suis devenue référente capitation au sein de la FEMASORA ECO. Alors, je vais débuter. Donc, en fait, la CPM du Rhône a été identifiée par la CNAM pour assurer le rôle de CPM référente dans le cadre de cette expérimentation. Donc, ça signifie que nous avons un rôle de pilotage et d'appui global sur l'ensemble du dispositif. Et nous participons également donc, au déploiement de l'expérimentation sur l'ensemble du territoire. Et le suivi est assuré également auprès de la CNAM. Je reviendrai vers vous dans un instant sur les actions concrètes que nous avons pu mettre en place. De son côté, en tout cas, la CNAM est aussi impliquée dans le pilotage global de l'expérimentation et surtout très présente pour répondre aux questions plus spécifiques qui peuvent donc se poser. Alors, l'expérimentation CARE, elle repose avant tout sur un accompagnement donc, des équipes. Et c'est pourquoi on a voulu organiser en tout cas cet accompagnement à 2 niveaux. Donc, tout d'abord auprès des CPM locales, qui ont donc des MSP qui sont candidates, et après auprès des équipes MSP en lien donc avec la FEMASORA. Alors, sur ce deuxième point, je vais laisser la parole à Marion. Merci Céline. Donc la FEMASORA et Céline donc de la CPAM, on sera là pour sensibiliser sur le modèle à la capitation, accompagner la réflexion de l'entrée dans l'expérimentation, sécuriser évidemment la phase de démarrage, l'idée étant de poser des bonnes bases pour créer des situations pérennes, accompagner la réorganisation des équipes et favoriser le partage d'expériences. Alors, en ce qui concerne les actions qui ont été mises en place pour les CPAM, tout d'abord, ce sont des points hebdomadaires que j'ai pu organiser avec les CPAM qui avaient donc des MSP qui étaient candidates, donc déjà avant la bascule. Donc ces points, ils nous ont permis d'identifier en fait toutes les questions opérationnelles des MSP. On a pu aussi partager nos expériences dans chacune, je dis nous, parce que également la CPM du Rhône, on a pu accompagner des équipes, partager donc les expériences et aussi s'assurer que tout le monde dispose du même niveau d'information. Après, on a poursuivi ce point hebdomadaire pendant 1 mois après la bascule pour nous permettre de continuer de suivre ces équipes, mais également de maintenir le lien avec les CPAM parce qu'elles avaient parfois des questions spécifiques au MSP qu'elles suivaient et aussi pour recueillir les premiers retours des MSP qui avaient pu basculer. Après, donc, dans le cadre du déploiement de l'expérimentation, on a organisé donc, des points individuels donc, avec les CPAM, mais aussi des réunions en trinôme avec l'équipe, donc l'ensemble de l'équipe projet, la CPAM concernée et la MSP. Et pour terminer, on a pu mettre en place donc, une animation nationale en organisant entre autres un webinaire à destination de l'ensemble des CPAM pour que le dispositif soit présenté sur tout le territoire.
et aussi pour les CPAM d'identifier des équipes susceptibles d'être intéressées par cette expérimentation. Et pour terminer, il y a un suivi hebdomadaire avec la CPAM et la CNAM, CPAM Gironde et la CNAM toutes les semaines. Donc, Marika, je te laisse la suite pour la mise en place des actions pour les MSP. Donc, l'idée, c'est que dans ce binôme CPM FEMASORA, il puisse y avoir et on puisse simplifier des retours d'expérience des équipes qui sont déjà dans PEPS 1 et PEPS 2 vers des équipes qui seraient prêtes à passer sur le modèle CARE. Donc, c'est déjà ce qu'on avait proposé lorsque PEPS 2 avait commencé. Donc, on avait déjà proposé des facilitations. Et puis, de pouvoir de manière plus active contribuer. Donc, vous avez entendu Manon Flandroy et Pierre Bergman parler d'équipes matures. L'idée, c'est aussi de pouvoir, et on va vous présenter dans 4 secondes, avoir un programme d'accompagnement pour des équipes qui se jugeraient un petit peu moins matures et qui auraient besoin d'un appui un peu plus costaud pour pouvoir passer à la capitation. L'idée, c'est vraiment d'assurer... slide d'avant, merci. L'idée, c'est vraiment d'assurer un suivi régulier des équipes en identifiant les difficultés rencontrées et d'accompagner la mise en œuvre opérationnelle de CARE. Et après, donc, il y a des cafés des porteurs qui sont organisés une fois par mois depuis la mise en place donc, de l'expérimentation. Alors, pour les MSP qui ont basculé. Donc, c'est un temps d'échange qui est programmé. L'objectif, c'est que les équipes qui ont basculé à la capitation, elles puissent partager leur retour d'expérience. Elles peuvent échanger aussi bien au niveau des organisations qu'elles ont pu mettre en place, partager des tips, enfin, des conseils, et aussi les difficultés qu'elles ont rencontrées. Lors des prochains cafés des porteurs, déjà dans le précédent, on a pu avoir un médecin qui est impliqué dans l'expérimentation article 51 PEPS, qui participe à ces échanges, et dans les prochains, ce sera le cas aussi, ainsi que des facilitateurs de la FEMASORA, parce qu'on pense que, enfin, c'est pas on pense, on est certain, c'est que il faut favoriser un échange entre pairs. Donc là, on va vous parler un petit peu de l'accompagnement plus structuré qu'on va proposer aux équipes. Donc il y a vraiment d'abord la partie répondre aux questions, sensibiliser sur les thématiques, toute équipe qui serait intéressée, voir les fédérations régionales qui auraient envie de pouvoir aborder cette thématique. Donc l'idée, en gros, c'est d'avoir, pour des équipes qui souhaiteraient passer à la capitation et qui ont besoin d'un peu plus de soutien et de structuration, proposer des ateliers qui vont, avec un accompagnement sur site, donc qui seront organisés par la FEMASORA en lien avec les fédérations régionales, donc qui restent complètement impliquées dans le sens où si on intervient sur leur territoire, elles sont invitées dans un but qu'elles puissent elles-mêmes porter éventuellement ces facilitations dans un futur proche. Et sur ces ateliers, donc l'idée c'est d'avoir 2 ateliers en présentiel sur une journée, durant lesquels on va en gros aborder toutes les problématiques que nous et les autres équipes qui ont intégré l'expérimentation PEPS ont rencontrées, donc qui ne sont pas forcément des vraies difficultés, mais qui sont des moments où en fait un peu les incontournables de la réflexion sur le passage à la capitation. Donc, d'abord, vraiment, les fondamentaux, la base, c'est de pouvoir définir une perspective commune pour l'équipe. Donc, le pourquoi est-ce qu'on passe à la capitation, dans quel objectif et qu'est-ce qu'on veut faire avec cette rémunération, puisque c'est vraiment le préalable. Le fait de changer son mode de rémunération ne modifie pas tout. C'est vraiment le comment est-ce qu'on va le mettre en place et vers quoi. Comment est-ce qu'on va mettre en commun et partager la rémunération? Donc, est-ce que
on fait un pot commun? Est-ce que on fait un pot commun en amont des charges, en aval des charges? Enfin voilà, donc toutes les questions. Est-ce que le forfait passe par chaque médecin qui le remet? Est-ce qu'il arrive sur une structure commune? Comment est-ce qu'on se rémunère? Est-ce qu'on se rémunère à l'heure? Est-ce que les congés sont payés? Est-ce qu'on se rémunère au forfait aussi? Voilà, toutes ces questions-là. Il n'y a pas de modèle qui soit meilleur que les autres, hein. Le bon modèle, c'est celui de l'équipe. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider l'équipe à maturer ce sujet et pas à reproduire des structures qui existent déjà. Les accompagner notamment sur le plan comptable et enfin sur la remontée des données d'activité et l'activité nomenclaturée. Donc c'est pouvoir expliquer le pourquoi. Donc typiquement l'activité nouvelle, c'est nous qui avons demandé à pouvoir la faire remonter parce qu'on voulait qu'il n'y ait pas cette impression de diminution de l'activité si on passait à la capitation, mais qu'on allait plutôt remplacer les activités classiques nomenclaturées par d'autres moyens d'accompagnement des patients. Et donc de pouvoir sensibiliser l'équipe à cette nouvelle nomenclature et puis à comment faire les remontées de données. Et puis, à ces fondamentaux qui nous paraissent essentiels pour poser des bonnes bases, vous pourrez évidemment ajouter à l'envie différentes options. Donc, plan comptable, donc, histoire d'aller un petit peu plus loin, peut-être dans l'accompagnement autour du plan comptable. La modification des modalités de consultation, donc comment est-ce que ça modifiera un peu vos prises en charge au quotidien. Les ressources humaines, puisque comme l'a expliqué Marika tout à l'heure, l'idée, c'est de vous donner la possibilité de développer un petit peu les métiers annexes autour du médecin. Donc après, forcément, de vous accompagner aussi sur la gestion de ces ressources humaines et puis sur la mise en place des innovations. Après, les limites ne seront que liées à nos imaginations respectives. Donc, on sera ouvert à toute suggestion aussi pour vous accompagner. Alors, un petit bilan, enfin un premier bilan, pas un petit, du démarrage de l'expérimentation. Donc, initialement, il y avait donc 11 équipes candidates. 10 ont postulé en juillet 2025, enfin postulé. En tout cas, elles nous ont déposé la candidature. On les a accompagnées via séminaires, webinaires, des formations, des bilatérales. 2 ont finalement abandonné donc leur projet. Alors, il y a les freins qui ont pu être identifiés. C'était donc l'absence de consensus au sein de l'équipe, un manque de visibilité aussi sur l'impact de leur pratique ou encore du turnover dans l'équipe qui n'avait pas été anticipé en fait. Donc au final, 5 équipes ont basculé en 2026, donc dans le Nord, le Haut-Rhin et le Rhône. Ça représente donc 23 médecins traitants et plus de 31 000 patients médecins traitants. En ce qui concerne donc la deuxième vague, pour l'instant, il y a un peu moins d'une dizaine de MSP qui sont donc actuellement en réflexion ou en cours d'accompagnement. Et donc la répartition sur le territoire, c'est donc la Manche, l'Ain, le Rhône, la Haute-Savoie, l'Isère, Paris ou encore le Val-de-Marne. On avait peut-être une petite touche avec la Bretagne. On attend de voir si ça va aboutir ou pas. En tout cas, il faut que vous sachiez que si vous souhaitez vous lancer dans cette expérimentation, vous ne serez pas seul. Il y a la FEMAS, il y a la CNAM, il y a la CPM du Rhône et il y a vos collègues des autres MSP également qui seront bien présents avec vous. Et je laisse le mot de la fin pour Marion. Merci. Et du coup, on a créé donc 2 adresses mail. N'hésitez pas à les utiliser sans modération et surtout sans distinction, puisque comme on vous l'a expliqué, on se coordonnera nous pour se passer les informations pour votre accompagnement. Donc voilà, vous pouvez écrire sans distinction à care@assuranceMaladie.fr ou capitation@femasora.fr. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Émilie qui a un peu repris toutes vos questions dans le chat et n'hésitez pas encore si vous en avez. Alors merci, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. J'ai essayé un peu de les organiser, peut-être en commençant par les premières. Alors il y a des personnes qui se demandent comment, sur le calcul des forfaits en fait, comment ça se passe notamment pour les patients AME.
Et une deuxième question, toujours sur le calcul des forfaits, est-ce que la patientèle IPA est prise en compte? J'imagine que ça s'adresse à la CNAM. Si la FEMASORA ou la CEPAM veut répondre, ils sont les bienvenus. Alors, sur les patients ME, ils ne sont pas inclus dans l'expérimentation paiement à la capitation parce qu'on n'a pas leurs caractéristiques patients qui nous permettraient d'avoir des forfaits bien ajustés à leur profil. Donc, pour un patient AME, il faut fonctionner comme avec un patient en file active, il faut continuer de coter à l'acte. Pour les patients IPA, en fait, ça dépend de si le patient IPA est aussi un patient médecin traitant des médecins de l'équipe. Donc, pour un patient qui ne serait pas dans la patientèle médecin traitant de l'équipe, il serait en dehors, il faudrait que les médecins facturent à l'acte. Pour un patient qui serait patient médecin traitant de l'équipe de médecins, il serait bien inclus dans l'expérimentation. En revanche, pour revenir sur un point qui a été dit à plusieurs reprises, l'enveloppe est à la main de l'équipe. C'est-à-dire qu'en revanche, si l'équipe veut venir proposer une forme de prise en charge par l'IPA à différents patients, elle pourra. C'est une question d'usage de l'enveloppe. Par contre, pour le calcul des forfaits, c'est dépendant de s'ils sont inclus ou non dans la patientèle médecin traitant. D'accord. Peut-être qu'on y reviendra après avec les autres questions. Il y avait une question un peu d'entrée, un peu globale. Il y a une personne qui se demandait en fait s'il y avait besoin pour entrer dans les experts d'ajustement par rapport au modèle juridique initial de la CISA en fait. Alors, je sais pas qui veut prendre la réponse là. Marika, je vois que tu te lances. Du coup, alors ça va vraiment dépendre du dimensionnement de la structure, à savoir actuellement et malheureusement, enfin nous on avait créé un modèle de CISA dans une CISA qui finalement ne peut pas être reproduit dans d'autres structures pour des questions de numéro finesse simplement. Donc il y a un intérêt quand même de créer une structure commune liée à la pratique à la capitation, qui donc ne peut pas être une SCM puisque les SCM ne peuvent pas recevoir d'argent qui viendrait d'autre part que de ses associés. Donc il y a des structures qui se sont constituées en CEL et CELARL pour pouvoir justement créer un espèce de pot commun dans lequel ils reçoivent les rémunérations. Et sinon, sur des toutes petites équipes, ça peut éventuellement arriver sur la CISA, mais donc ça demande quand même un accompagnement comptable un peu pointu, puisque seront gérées les rémunérations des médecins par la comptabilité de la CISA de la maison de santé. Donc, ce qui n'est pas non plus le modèle parfait. Le but aussi, c'est d'arriver à le trouver, ce fameux modèle parfait ça fait partie aussi des questions de l'expé, c'est d'arriver à trouver le modèle qui permettra de mettre en commun la rémunération, de toucher le forfait sans mettre en danger la rémunération des médecins. Merci Marika. Ensuite, une question sur la différence entre PEPS 2 et CARE. Donc là, je pense que c'est plutôt pour nous aussi. Alors, il y a plusieurs différences. Il y a déjà une différence de cadre juridique, c'est-à-dire que du coup, CARE est dans la convention médicale. PEPS 2, c'est de l'article 51, donc on ne peut plus intégrer PEPS 2. L'expérimentation article 51 est en cours, il n'y a pas de nouvelle intégration. Donc la première différence, c'est ça. La seconde différence à retenir, c'est au niveau du modèle, il y a deux grandes différences. La première, c'est que il y a des versements qui peuvent être individuels. C'est ce qu'évoquait Johan en disant qu'on peut verser à chaque médecin la part de forfait revendre sa patientèle médecin traitant. C'est pas ouvert ça dans l'expérimentation PEPS 2. C'est pas une option ouverte. Et la deuxième différence, c'est que dans PEPS 2, il y a un mode de rémunération des IDE, un module IDL, je crois qu'il s'appelle, qui n'est par construction pas ouvert dans CARE, puisque CARE repose sur la convention médicale, donc on ne vient pas négocier de la rémunération IDL dans CARE. Et des bonus d'équipe qui, par
toujours pour la même raison, d'un point de vue vecteur juridique, ne peuvent pas reposer sur la convention médicale. Donc en gros, il faut retenir que PEPS2, c'est de l'article 51 qu'on ne peut plus intégrer. CARE, c'est une expérimentation de convention médicale à laquelle on peut toujours intégrer et qui ne comporte pas de module de paiement pour les IDEL ou de bonus d'équipe pour les MSP. Voilà. Et en revanche, peut-être juste en complément, sur et c'est malgré tout important, c'est exactement la même méthode de calcul du forfait pour ce qui relève de l'activité de médecine générale. Donc à retenir que c'est quand même sur la méthode de calcul des forfaits de capitalisation, c'est exactement la même. Il n'y a pas de... Très bien. Il y avait beaucoup de questions aussi concernant le périmètre en fait de l'expérimentation. Faut-il que l'ensemble des médecins de la MSP passent à la capitation ou est-ce que c'est possible que seulement certains le fassent? Quelle est la place des futurs docteurs juniors dans ce dispositif? Et est-ce qu'il est possible de s'engager si on est sur une MSP multisite, pardon? Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un retrait d'un médecin généraliste et que du coup on se retrouve à moins de 3? Est-ce que le dispositif est maintenu? Alors, il y a plusieurs questions. Donc, pour répondre de manière principale sur les questions de est-ce que on peut avoir un médecin de l'équipe qui ne souhaite pas intégrer, est-ce qu'on peut le faire en multisite? La réponse est oui. On vous a transmis je ne sais plus comment on a appelé ça, les facteurs de réussite, en tout cas les choses qu'on a constatées chez les équipes qui étaient parvenues à basculer. Donc, il y a deux niveaux de réponse. La première, c'est d'un point de vue purement cadre conventionnel, vous pouvez. Et c'est tout à fait possible et ça ne vient pas, c'est pas contraire aux critères d'éligibilité. En revanche, d'un point de vue organisationnel, et là je laisserai peut-être la parole à Céline et Marika, c'est pas le plus simple. Si vous êtes dans une équipe où il n'y a pas de consensus sur le fait de basculer à la capitation, ça ne sera pas forcément le plus évident pour l'équipe de réussir à mûrir le projet pour y arriver. Sur les docteurs juniors, juste très brièvement, c'est possible d'avoir un docteur junior en étant à la capitation. Il y a des modalités spécifiques qui seront transmises aux équipes. Pour information, ça c'est sur le docteur junior. Et j'ai oublié, il y avait une troisième. Si tu sors de l'équipe et que Oui, Enfin, s'il y a un médecin qui sort et que tu passes. Alors, sur le principe, ça reste quand même de respecter les critères d'éligibilité à 3. En revanche, si c'est une situation temporaire, parce que il y a un médecin qui est parti à la retraite et son remplaçant arrive que quelques mois après, il y aura pas de souci, on trouvera à s'ajuster. C'est d'ailleurs l'un des avantages aussi du modèle à la capitation. Mais là, pareil, je laisserai Marika faire mentionner les souplesses organisationnelles qui peuvent être permis par le dispositif. Et je laisse la parole donc à Céline et Marika sur le volet plutôt organisationnel des deux questions. Sur l'aspect de tous les médecins qui rentreraient pas à la capitation, nous, on souhaite vraiment vous alerter sur le fait de ne pas vous retrouver à devoir vivre les désavantages de l'acte et de la capitation en même temps. Et ça fait partie des choses qui peuvent créer ça, puisque du coup, si dans une même structure, certains continuent de fonctionner à l'acte avec des facturations et donc tous ces processus-là qui du coup vont parfois nécessiter un peu plus de temps de secrétariat pour la compta et compagnie, que d'autres en sont délestés. Voilà, donc je pense que Manon a bien résumé, c'est un point de discussion fréquent de est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Globalement, ce sera une bonne idée si c'est une bonne idée pour vous, ou si typiquement il y a quelqu'un qui dit bah, allez-y, moi je vous rejoins, mais j'ai besoin d'être sûr que ça fonctionne. Pour le coup, c'est pas gênant. Si par contre il y a dans la société, par exemple, si vous avez une selle, que dans la selle il y a un médecin qui est pas au forfait, qui du coup a un mot à dire en tant qu'associé sur la rémunération de ses collègues, c'est plus complexe. Ça se fait, mais attention du coup à ne pas complexifier des choses qui sont quand même... La capitation, elle rend plus simple pas mal de choses administratives. Donc voilà, le danger juste, c'est de garder les désavantages de l'acte.
Et pour compléter, effectivement, si tous les médecins ne se lancent pas dans l'expérimentation, ça peut aussi créer des tensions entre les médecins de l'équipe. Et c'est aussi une organisation qui va demander beaucoup d'attention sur quel médecin est le médecin traitant, pardon, et est-ce que le médecin traitant est dans la capitation, ne l'est pas. Et en plus, donc, si vos patients médecins traitants vont voir le médecin qui n'a pas souhaité participer à l'expérimentation, bah, ça fait aussi baisser le taux de fidélisation, même si c'est moindre, mais voilà, dans ce cas-là, il va payer sa consultation auprès du médecin qui n'est pas dans la capitation. Voilà, donc ça demande de l'organisation et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas le conseiller, même si encore une fois, on a des MSP aussi bien dans CARE que dans PEPS où toute l'équipe n'a pas basculé en fait. Merci. On a eu quelques questions sur la manière dont ça se passait en dehors des MSP. Bon, bah, nous, on est le mouvement des MSP, donc c'est vrai qu'on est très focalisé sur les enjeux des MSP dans le cadre de ce webinaire, mais j'imagine que voilà, il y a des questions qui pourront être posées par ailleurs à la CPAM du Rhône s'il y a des personnes qui ont besoin d'informations complémentaires. Alors, on a aussi beaucoup de questions. Certainement, Marika, ça va être d'entrée pour toi autour voilà, dont les choses s'organisent par rapport au forfait et à la rémunération en fait, du reste de l'équipe en dehors des médecins. Quid des infirmiers, des autres professionnels. Tu l'as mentionné, je pense, un peu tout à l'heure, je ne sais pas plus si c'est toi, sur les périodes de congé, comment ça se passe, si les médecins sont payés à l'heure, quid des pharmaciens éventuellement, s'il y en a autour. Voilà, il y avait beaucoup de questions en fait et beaucoup d'interrogations sur le concret un peu de cette histoire. Alors, sur le concret, en gros, donc la rémunération, moi, je peux que vous parler de notre expérience, puisque on a décidé de le faire comme ça. Donc, c'est vraiment l'équipe qui va choisir comment elle rémunère qui. Donc, chez nous, on a pris le parti de dire qu'on rémunérait. Donc, d'abord, on a commencé par figer les rémunérations de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a pris les 2035 de tous les médecins, qui du coup nous renseignaient sur ce qu'ils gagnaient avec le temps de travail effectué au temps T. Et de là, en gros, en fonction de leur temps de consultation, on a sorti les taux horaires de chacun et on a pris le plus avantageux pour que personne ne soit lésé. Et du coup, on s'est dit que, en fait, on avait envie de simplifier vachement les choses au niveau administratif. Donc, on a lissé la rémunération en intégrant 6 semaines de congés payés. Donc, c'est-à-dire que pendant que les médecins ne sont pas là, ils continuent à être rémunérés, mais simplement parce qu'on avait envie de faire un virement permanent et de ne pas devoir faire des recalculs de rémunération tous les mois. Si jamais, par contre, ils prenaient plus de congés parce qu'ils en ont envie ou besoin, c'est du sans solde et donc c'est déduit de leur rémunération classique. Je vois qu'il y a des questions par rapport à l'arrêt maladie, s'il y a enfin voilà. Globalement, nous, on a vécu 3 situations. Donc, un arrêt maladie du jour au lendemain d'un des médecins associés qui, du coup, s'est arrêté d'exercer du jour au lendemain. Globalement, le retour qu'on en a, c'est que sans PEPS, en fait, on aurait fermé le cabinet puisque c'était un des plus grands pourvoyeurs de fonds de la SCM. Donc, la SCM se serait écroulée et on aurait fermé le cabinet. La chance qu'on a eue dans cette malchance, c'était d'être à PEPS et que du coup, en fait, on a pu, avec l'aide des fonctions support, donc des infirmières, des médecins remplaçants, pour en tout cas, reprendre en charge sa patientèle, qui du coup a petit à petit été transféré sur les autres médecins. Mais du coup, on continue à toucher son forfait pendant cet arrêt maladie. Et ça nous a vraiment sauvé la vie parce que sans ça, en fait, on n'aurait pas eu les finances pour pouvoir maintenir tous les professionnels. Donc, ça a quand même un rôle dans la pérennisation du modèle. Le fait d'avoir ce forfait qui continue à tomber. On a eu des congés mat qui ont été remplacés. Donc, les remplaçants chez nous, ils sont payés à la journée. Donc, globalement, ils ont un taux horaire. Donc, qui voient des patients, qui voient pas de patients, peu importe, on les rémunère sur la journée.
Et du coup, une de nos collègues a eu congé mat, remplacé, et donc sa remplaçante était payée de manière forfaitaire aussi, ce qui plaît bien aux remplaçants, parce que du coup, il n'y a pas ce risque, si leur consultation n'est pas remplie, de ne pas être rémunérée. Donc ça, c'est plutôt sécurisant. Et puis, du coup, on a eu aussi le cas d'un congé mat qui n'a pas été remplacé malheureusement. Et évidemment, du coup, ça demande à un petit peu tout le monde de s'y mettre, avec l'intérêt du coup d'avoir pas mal de fonctions support, puisque il y avait déjà des gens dans l'équipe qui connaissaient ces patients-là. Et donc, on a pu continuer à accompagner ces patients malgré le fait que leur médecin traitant était en congé mat. Donc, comme on a dit, le forfait, c'est la substitution de la rémunération des médecins. Donc, il ne va pas avoir à vocation à rémunérer 250 personnes en plus. Ça, c'est de manière caricaturale. De manière moins caricaturale, le choix de rémunérer des gens, il va vraiment dépendre de l'équipe médicale. Donc, globalement, chez nous, le postulat, des médecins, c'était on préfère gagner un peu moins, mais avoir plus de confort d'exercice avec plus de fonctions support. Donc, ils ont décidé d'investir dans plus de fonctions support. Personne n'est obligé de faire pareil. Mais du coup, en effet, il y a des empilements de forfait assistant médical, de rémunération PEPS quand même, parce que la rémunération ne paye pas que le cabinet et les rémunérations des médecins. On a un petit peu en plus qui permet justement de rémunérer des fonctions support. Mais donc ça, c'est vraiment à la main. Si vous avez envie de rémunérer un pharmacien avec votre forfait pour faire des bilans de médication, faites-vous plaisir. Si vous voulez plutôt rémunérer un kiné qui vous ferait des bilans clés, enfin voilà. En fait, vous pouvez rémunérer qui vous voulez avec. Ça, il n'y a pas de souci. Ça doit juste être un choix d'équipe et vous ne serez pas payé plus pour le faire. Donc, globalement, la seule limite, c'est que, en gros, c'est une forfaitisation de la rémunération médicale. Donc, ce n'est pas, et très malheureusement, un puits sans fond. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une question aussi par rapport aux infirmières azalées. Du coup, dans toutes les équipes, je pense la PEPS 2, il y a des infirmières azalées. Nous, on n'en a plus depuis pas longtemps parce qu'Azalée a décidé de les retirer. Mais en gros, il n'y a pas de concurrence, ça ne change rien. On travaille chacun sur notre périmètre. Il n'y a pas de. Globalement, le principe, c'est quand même que plus on est, mieux on peut accompagner les patients. Donc, plus il peut y avoir de professionnels dans la structure, mieux c'est. Donc là, pour le coup, on avait une infirmière de pratique avancée et une infirmière azalée, et ça faisait juste des fonctions support complémentaires. Donc, c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Marika. Je ne sais pas si du côté de la CNAM ou de la CPM, vous souhaitez compléter là-dessus. Non. Très bien. Alors, j'avais encore quelques questions. Alors, quelqu'un me repose la question du temps de l'expérimentation. Je crois que vous avez donné quelques éléments, mais peut-être qu'il faut reprendre un peu le cadre. En fait, il va y avoir un premier bilan en juillet 2027. Donc, c'est vrai que plus il y a de candidates, d'MSP candidates, et plus l'évaluation sera, comment je pourrais dire, concrète en fait. Après, c'est sur la convention médicale 2024-2029. Donc, je ne sais pas s'il y a. Enfin, forcément, il peut y avoir soit une date de fin, soit après, ça rentre dans le droit commun en fait. Je ne sais pas au niveau de la CNAM si vous avez plus d'infos à ce niveau-là. Alors, plus d'infos. On fait une. Alors, je suis désolée parce qu'on est en train de. J'ai pas de caméra, donc on est en train de les régler à côté. On n'est pas dissipé, mais on est toujours là en tout cas, même si vous ne voyez plus forcément. Donc, le principe, c'est que du coup, c'est une expérimentation. Donc, il va y avoir un bilan. On doit rendre compte régulièrement auprès de la CPN médecin de l'avancée et de comment ça se passe dans l'expérimentation. Vous dire ce qu'il en sera à la fin de la période couverte par la convention médicale, on ne peut pas le faire aujourd'hui puisque ça sera dépendant du coup des résultats de ce déploiement au niveau national. Aujourd'hui, c'est plutôt rassurant parce qu'on voit on a eu des bascules d'équipe dans des temps très limités, avec des temps très limités de préparation, puisque les équipes ont eu de septembre à janvier pour basculer. Donc, en fait, ça confirme la dynamique qu'on a vue dans le 51, mais
Mais du coup, c'est un bilan d'état qui sera fait régulièrement. On doit passer. On a un point d'étape sous contrôle de Johan, je crois, Ouais, mi-juillet. en juillet 2026 avec la CPN. Donc à ce moment-là, on aura déjà une première idée. Voilà. Et peut-être avoir en tête, parce que c'est des dispositifs qui sont quand même déployés en cohérence, qu'avant ça, puisque c'est dans le cadre de l'article 51, il y aura un rapport d'évaluation qui sera public sur les résultats de PEPS 2. Et donc les enseignements pour ce qui concerne les maisons de santé de PEPS seront hyper intéressants dans le cadre de CARE de toute façon. Donc voilà, ça c'est des éléments qui sont à venir autour de l'été et après l'été. Merci. Avant de revenir sur les questions sur le financement, il y en a plusieurs. Peut-être une question un peu rapide. Alors, donc, on a ce forfait. Du coup, comment ça se passe avec la part patient ou la part mutuelle? Les participants se demandent du coup quel reste à charge, comment ça se passe avec ces restes à charge et cette part Alors, dans mutuelle? le cadre de l'expérimentation, c'est du 100% assurance maladie obligatoire. Donc, pour les activités réalisées par les équipes dans le cadre de la capitation, il n'y a pas de reste à charge pour les patients. Je réinsiste sur l'entrée de ma phrase, c'est dans le cadre de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il y aura un reste à charge si l'expérimentation conduit à une inscription de droit commun, comme évoqué. Mais là, à date, on est sur du 100% assurance maladie obligatoire et donc pas de reste à charge sur le périmètre d'actes intégré dans le forfait. Il y a, Céline pourra en attester, Marika aussi, tout un lot d'EDL à bien avoir en tête, notamment lorsqu'on décide de basculer pour ces patients, parce qu'il ne faut pas que les patients se disent qu'il n'y a plus besoin d'avoir de mutuelle, parce que pour tout le reste, ils ont besoin de leur mutuelle, donc c'est quand même important d'être assez à l'aise là-dessus, mais dans le cadre de l'expérimentation, c'est du 100% assurance maladie obligatoire. Voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez garder la parole pour... On n'a pas parlé des docteurs juniors. Alors, pardon, Parce que- si je l'ai évoqué, en fait, si, c'est ouvert. On peut avoir un docteur junior à la capitation. Les modalités, c'est des modalités spécifiques dans le cadre de la capitation qui seront transmises aux équipes qui souhaitent avoir un docteur junior en temps venu. Et donc, oui, si, pardon, on n'a peut-être pas été entendu, mais on a bien confirmé que c'était possible. Effectivement. Alors, peut-être, il y a plusieurs questions qui portent sur le calcul du financement, en fait, pour les équipes. Je pense qu'il y a des équipes qui commencent un peu à se projeter et donc ils se disent, en gros, voilà, j'ai ma patientèle, à combien je peux prétendre et comment c'est calculé et en fonction de la patientèle que j'ai, finalement, quel volume de fonctions support je peux envisager. Est-ce que vous avez possibilité, alors j'imagine que c'est un exercice difficile, mais en fait, est-ce qu'on peut donner quelques billes aux équipes peut-être pour se projeter encore un peu plus? Alors, la première chose à avoir en tête, c'est que toute équipe qui candidate bénéficie d'une estimation de rémunération. Nous, on ne peut pas transmettre de quelconque estimation là, parce qu'en fait, c'est très dépendant des modes d'organisation des équipes. Pour le dire très concrètement, ça sera très différent entre des équipes qui ont peu de patients médecins traitants, qui voient beaucoup, ou des équipes qui ont beaucoup de patients médecins traitants, qui voient moins. C'est très dépendant de la patientèle, c'est très dépendant du fonctionnement des équipes. Donc, si vous êtes intéressé par le dispositif, il ne faut pas hésiter à transmettre votre intérêt à la CEPAM du Rhône et à la FEMA-SORA, puisque nous, en fait, à chaque fois qu'on a une équipe qui candidate, on transmet une simulation de rémunération, ce qui permet à l'équipe de se projeter. L'idée est donc d'être complètement transparent sur ce que ça représenterait et de leur permettre aussi, du coup, d'estimer s'ils ont une capacité à réaliser des marges ou non, à avoir plus de fonctions de support. Je pense que sinon, Marika, j'aurais tendance à juste donner le rétexte que tu avais en termes d'organisation, mais encore avec tous les caveats qu'on utilise là, c'est-à-dire que c'est l'organisation des ALIM qui permet ce type d'équipe et de prise en charge, et que dans une autre MSP, ça serait tout à fait différent.
Et surtout, méfiez-vous de l'utilisation des chiffres d'autres équipes parce qu'en effet, ils vont être très très différents d'une équipe à l'autre. Et pensez bien qu'il s'agit uniquement des actes de la NGAP. Donc ça veut dire que tous les actes techniques, ils restent à l'acte, que ça n'inclut pas le forfait médecin traitant, ça n'inclut pas la ROSP, ça n'inclut pas vos gardes. Donc, en fait, le montant, il va paraître pas énorme, mais ce ne sera pas votre rémunération pour l'année, puisque votre rémunération, elle va être composée de plusieurs rémunérations différentes. Donc ça, pour le coup, c'est important de l'avoir à l'esprit, parce qu'on a l'impression que l'acte et les consultations sont la plus grande partie de la rémunération du médecin généraliste, mais en fait, c'est pas si vrai. Alors, il y a du coup des questions concernant la carte vitale. Est-ce que finalement, elle sert encore à quelque chose avec cette expérimentation aujourd'hui? Non, du coup, nous, on a dit à nos patients de la brûler. Non, je rigole. Non, la carte vitale elle sert pour les actes techniques. Donc, quand le patient vient faire son électrocardiogramme, quand il a sa consultation mémoire, quand il a son infiltration, son stérilet, ce genre de choses. Donc là, on continue à facturer avec la carte vitale. On a besoin de la carte vitale pour la déclaration au médecin traitant pour que le patient puisse rentrer évidemment dans la patientèle du cabinet. Mais en fait, on ne passe plus la carte vitale à chaque consultation, on ne fait plus payer le patient non plus. Et du coup, par contre, on code ce qu'on a fait. Donc, dans notre logiciel, on rentre ce qu'on a fait pour pouvoir l'extraire et en fin de mois le transmettre à la CNAM. Donc, concrètement, on ne passe juste plus la carte vitale à toute consultation, ce qui, du coup, au début est assez cocasse parce que les patients reviennent en se demandant comment on allait payer, pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé la carte vitale et voilà. Donc, ça demande un petit temps d'adaptation. Donc, ça fait gagner du temps administratif. Oui, alors oui, sur le paiement, oui, bien sûr, ça fait gagner du temps administratif et puis surtout, ça fait gagner du temps de comptabilité puisque on n'a plus autant d'actes à mettre, enfin, on a beaucoup moins de lignes comptables dans les bilans comptables de chaque médecin, donc ça allège quand même pas mal de choses. Donc, c'est aussi à prendre en compte dans les fonctions support aussi, de manière indirecte. D'accord, mais bon, du coup, il y a une personne qui dit oui, mais il faut quand même garder la carte vitale, parce que si jamais l'expérimentation se termine, mais l'idée, c'est qu'elle passe dans le droit commun, si ça fonctionne, c'est ça? Ça reste un pari, hein. Alors, dans tous les cas, je pense qu'il faut garder la carte vitale, parce que si vos patients n'ont plus de carte vitale, ça risque de leur poser un problème en dehors de leur suivi. C'était une de leur blague, hein, suivi médecin traitant. la CNAM. Oui, non, mais je sais bien, mais je défends fortement notre carte verte en tant que CNAMienne. Voilà, le principe, c'est quand même qu'on y croit beaucoup et que pour le moment, on a eu plutôt des très bons résultats depuis, enfin, on se les redit, hein, depuis 2019. Donc, ça fait quand même un moment que ça fonctionne et que ça devrait aller. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un crash, d'un constat de non-réalisation, enfin de non-capacité à réaliser. Enfin, vous donner la suite d'une expé en cours, c'est quand même compliqué parce que si on est là, c'est justement pour voir si ça répond à un besoin des équipes et si elles arrivent à le déployer. Donc, bon, Marika en témoigne, a priori, on survit et on survit plusieurs années après la bascule et ça se passe bien. Donc nous, on y croit. Mais vous dire comment ce sera en 2029, je ne peux pas. Et du coup, il y a une dernière question, enfin, il y en aura peut-être d'autres après, mais en tout cas, quelqu'un qui demande si effectivement tous les patients, enfin, c'est possible d'intégrer des patients qui sont sur d'autres régimes. Oui, c'est tous les régimes confondus, oui. Il n'y a pas de... J'ai vu passer aussi une question sur la fidélisation. Du coup, juste la fidélisation, c'est un patient qui irait voir un médecin généraliste hors de la structure. Donc, si vous avez une organisation qui fait que vous gérez les soins non programmés sur le cabinet, si votre patient voit un collègue, il n'est pas considéré comme non fidélisé. Donc, c'est bien, on va avoir cette notion de non-fidélité si il consulte un médecin étranger à la structure.
Et du Donc, coup, je vois que ça a généré une question tout de suite, c'est comme c'est sur la fidélisation. Donc, si le docteur junior fait partie de l'équipe, ça sera la même réponse que ce qu'a dit Marika. Donc, le patient reste fidèle même s'il fréquente le docteur junior. Voilà. et concernant les mutuelles, mais je crois que Marika l'a indiqué tout à l'heure, il y a quand même certains actes qui ne sont pas inclus dans le forfait. Donc, de toute façon, enfin, voilà, il faut quand même rentrer les mutuelles dans tous les cas en début d'année, comme vous le faites habituellement. C'est ça, Marika? Alors rentrer les mutuelles, oui et non, hein. Nous, on fonctionne quand même globalement. Enfin, si on fonctionne en tiers payant, oui. Mais du coup, oui, ça demande pour les actes techniques, en tout cas, de toujours avoir recours aux mutuelles. Mais donc pour le coup, un périmètre d'acte qui est pas très élevé puisque c'est vraiment sur les actes techniques de la CCM. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Alors, il y avait de nouveau une question sur les forfaits IPA. Sans beaucoup plus de précision. Une nouvelle question sur la fidélisation. Oui. Sur forfait IPA, les IPA restent rémunérés selon leur nomenclature et leur modalité de rémunération, sauf si, et ça fait partie des nouvelles organisations que Marika a évoquées, sauf si l'IPA est mobilisé sur une activité non nomenclaturée qui aurait été déployée par l'équipe, auquel cas on peut mobiliser le forfait pour la rémunérer. Ça, je ne sais pas si c'est la question qui va derrière et les forfaits IPA, mais voilà. Et sur fidélisation, pour moi, c'est le cas évoqué par Marika tout à l'heure de mon patient va voir un de mes collègues médecins généralistes qui serait dans l'équipe, auquel cas il n'y a pas de problème de fidélisation non plus. Donc, c'est sur la MSP et pas sur le médecin, la fidélisation. Donc, sur la MSP Care, oui. On a l'air d'avoir fait à peu près le tour des questions, en tout cas. De toute façon, si vous avez des questions, vous avez encore les adresses mail qui vous ont été présentées. Je pense que ce soit Marion ou Céline, vous pourrez répondre à leurs questions quand on vous écrira. De notre côté, on va faire aussi le listing des questions. Vous allez avoir le replay qui va vous être envoyé ainsi que les présentations. Et de toute façon, vous avez nos coordonnées maintenant, donc n'hésitez pas. On peut peut-être remettre reprojeter les deux emails qui nous ont été donnés tout à l'heure pour que chacun puisse les renoter. Je pense que sur les questions, là, il y a quelques dernières questions un peu techniques et de calendrier. Voilà, je pense que maintenant, si vous avez des questions plus précises, prenez contact avec les collègues qui vous répondront avec plaisir. Donc, vous l'avez compris, il y a deux adresses voilà, qui vont se coordonner entre elles. C'est une équipe. Pour répondre juste à la question, si intéressé, il faut avoir donc l'accompagnement pour un déploiement en septembre 2026. Oui, idéalement, il faut pouvoir être accompagné dès à présent. Si vous souhaitez être accompagné qu'à compter du mois de juin pour débuter en septembre, ça risque d'être un petit peu juste. Comme l'a dit tout à l'heure Manon, les précédentes équipes, elles ont été accompagnées de septembre à décembre. Déjà, c'était un petit peu juste quand même pour la bascule en janvier. Certaines ont décalé justement pour septembre. Donc, idéalement, oui, c'est bien de se manifester dès à présent pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement complet, en fait. Et ben, on a fini. Merci beaucoup à la CNAM, merci beaucoup à la CEPAM du Rhône, merci beaucoup Marika et Marion aussi pour toutes vos présentations.
je vous souhaite maintenant une bonne journée et n'hésitez pas à écrire si vous avez besoin. Merci. Bonne journée à Merci toutes à et vous. tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir.